Devoir de compte rendu aux citoyens, ça s'appelle Malikoura Tassira. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'entretien exclusif des membres du gouvernement de transition. Et nous recevons ce soir Madame le ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, Madame Sila Fatoumata Sekou Diko. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir. Pour la conduite de cette interview, je suis avec Madiba Keïta du quotidien national Le Sort. Bienvenue, Madiba. Bonsoir, Sila. Les réformes politiques et institutionnelles tournent autour de 5 grands programmes, parmi lesquels l'élaboration des textes fondamentaux de la République. Alors, la refondation est un des grands axes du gouvernement de transition. Nouvel attelage donc avec ces réformes politiques et institutionnelles. Madame le ministre, dites-nous quelles sont vos missions et quelle interaction avec nos autres départements, surtout celui de la refondation. Merci beaucoup pour cette question. Je profiterai d'abord de votre plateau pour saluer toutes les Maliennes et les Maliens qui nous écoutent ou qui nous regardent à travers votre réseau synchronisé, mais également m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires, maliennes aussi bien qu'étrangères, du fait de cette crise qui nous est imposée. Pour votre question, mes missions sont essentiellement des missions de conception, d'élaboration des textes juridiques, les textes fondamentaux, notamment la Constitution, et la loi électorale, la charte des partis politiques, bref, tous les textes qui contribuent à une meilleure réforme politique et institutionnelle. En rapport avec le ministre de la Refondation, j'ai l'habitude de le dire, la Refondation se nourrit évidemment de réformes, raison pour laquelle mon département n'existait pas. Mais quand nous avons été installés, la passation au niveau du ministère de la Refondation, nous y avons été associés. Donc la passation s'est déroulée à 3 pour que je récupère la partie concernant les réformes institutionnelles qui étaient sous les jougs de ce département pour que cette partie me revienne. Maintenant, par rapport aux autres ministères, notamment le ministère de l'administration territoriale, même si ces questions se limitaient aux questions opérationnelles, portait aussi les dossiers concernant les réformes électorales, comme cela a été de tout le temps d'ailleurs. Donc, comme cette attribution revenait à mon département, et par la suite, j'ai pu récupérer les dossiers à ce niveau aussi, mais également les dossiers qui étaient traités au niveau du COS, créé en son temps auprès du Premier ministre, donc pour avoir la complétude de tous les dossiers qui me permettent de m'atteler à la tâche. L'interaction avec le ministre de la Refondation, c'est dû au fait que c'est ce ministère qui existait une partie de cette attribution et aussi le département de l'administration territoriale qui a assuré, qui a l'historique des réformes électorales. C'est important que je sois avec ces 2 ministères pour la conduite des réformes. Et en cela, le gouvernement a été bien inspiré, les plus hautes autorités de la transition, je vais dire, le Premier ministre et le Président surtout, de mettre en place un attelage, un mini-attelage gouvernemental composé de ces ministères-là pour négocier l'amorce de tournant qui est décisif vers la mise en œuvre de ces réformes. Alors, pourquoi le changement relatif à l'ancrage institutionnel? Quelle est la délimitation des réformes? L'ancrage a toute son importance. Je pense que les plus hautes autorités ont été très inspirées d'ancrer le ministère délégué auprès du Premier ministre dans le cadre de ces réformes. Vous le savez, les réformes par excellence, c'est des questions éminemment transversales. Ça concerne beaucoup de ministères, beaucoup de domaines, beaucoup de secteurs. Et généralement, pour les changements, il y a toujours des résistances au changement, mais aussi il y a surtout des lenteurs. Donc, pour permettre de dépasser et juguler tout ceci-là qu'on peut considérer comme des goulots d'étranglement, ça a été bien inspiré d'insérer l'ancrage institutionnel de mon département auprès du Premier ministre. Ça permet un arbitrage pertinent et à temps pour débloquer les choses. J'ai été une dizaine d'années dans l'administration. Je sais à quel point les départements chargés des réformes qui n'ont pas leur ancrage auprès de la haute administration ont des difficultés pour faire avancer les choses. En cela, je remercie les plus hautes autorités de la transition. Ça a été un bon levier pour me faciliter le travail. Alors, présentement, vous êtes en train de revoir la loi électorale. Madiba Keïta a une question par rapport à ça. Oui, Madame la ministre, le projet de loi électorale est actuellement sur le bureau du Conseil national de transition.
une fois votée, cette loi va apporter quel changement en matière de gouvernance électorale? Sur cette question, je parle sous réserve en attendant l'adoption de la loi. Je me garderai bien d'empiéter sur les attributions et le pouvoir du Conseil national de transition qui est souverain en la matière. Mais les innovations qui sont dans le projet de loi ne sont pas venues ex nihilo. Donc, on est parti d'un constat, d'un état de lieu qui a permis de voir toutes les insuffisances de la loi, toutes les inadaptations et de voir comment il faut les corriger et en profiter pour apporter d'autres innovations qui permettent d'asseoir une meilleure gouvernance essentiellement électorale. C'est dans ce cadre-là qu'on, non seulement à l'intérieur de la loi, on a créé l'organe unique indépendant de gestion des élections, qui est une demande forte de la classe politique et de la société civile. C'est acté dans tous les rapports de recommandations. C'est une demande forte que le président et les plus hautes autorités de la transition ont pris à leur compte, notamment en le mentionnant dans la charte de la transition, conformément aux recommandations également des concertations nationales, mais également dans le plan d'action du gouvernement. Et récemment, ça a été rafraîchi par les conclusions des assises nationales de la refondation. Donc, de ce point de vue, il y a une forte légitimité et une légalité aussi, si on parle de tous ces textes juridiques qui nous orientent vers ce schéma-là. Donc, il y a l'organe unique qui va réunir en un seul organe un travail qui était fait par trois organes au moins. Donc, ça fait beaucoup d'économies, puisque c'est l'organe unique qui va s'occuper de la tâche dont s'occupait le ministre de l'administration territoriale, la délégation générale aux élections et la CENI. Donc, il y a cette innovation, mais également on a mis à l'intérieur d'autres outils qui permettent de jouer, de faire en sorte que les élus qui vont sortir de nos élections présidentielles bénéficient davantage d'une plus grande légitimité. Parce qu'on a regardé depuis 1992, où on a commencé à faire les élections. Pour l'élection du président de la République, la moyenne du taux de participation, c'est dans les 35% maximum. Et pour les législatives, c'est moins de 30% depuis ces années jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire, à contrario, si vous interprétez ça, c'est 70% à peu près d'abstention. Et c'est beaucoup trop. Et pour nous, c'est ce qui explique la faiblesse des pouvoirs en place, qui fait que chaque fois qu'il y a un vent contraire d'une certaine force, le pouvoir chute. Donc nous avons voulu jouer à l'intérieur de la loi pour amener les citoyens et les électeurs à avoir un plus grand intérêt pour les élections, notamment par l'institution du parrainage citoyen, qui est une autre option qu'on met à côté du parrainage des élus, c'est-à-dire les députés et les conseillers qui peuvent parrainer un candidat pour lui permettre de se présenter. Maintenant, on a donné à travers cette innovation un pouvoir politique aux citoyens, un certain nombre de citoyens, de par leur signature, qui peuvent présenter directement un candidat à l'élection. Et nous espérons, nous voulons faire de ces rendez-vous politiques une occasion pour que les politiques expliquent mieux leurs projets de société aux citoyens, ce qui va permettre de susciter un plus grand intérêt de ces citoyens, et également faire en sorte que le contrôle citoyen qu'ils vont exercer sur ces élus-là soit beaucoup plus renforcé, beaucoup plus pertinent, et que ces acteurs aussi, une fois élus, ils vont être amenés à observer une plus grande redevabilité vis-à-vis de ces citoyens, même si dès qu'ils sont élus, ils le sont pour toute la nation entière. Ça, c'est une innovation. On a aussi mis à l'intérieur la représentation proportionnelle, qui se faisait déjà depuis longtemps au niveau communal, et qui a toujours marché sans poser de problème. Maintenant, on a injecté ce mode de scrutin également pour les législatives. Donc, à ce niveau aussi, ça nous permettra de faire des économies d'échelle, en plus d'un organe unique qui s'occupe du travail de 3 structures. On va faire seulement un seul tour au lieu de 2 tours. Beaucoup d'innovations avec des objectifs précis. Mais Madame le ministre, la loi électorale, elle n'est pas encore adoptée, mais elle ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Il y a certains acteurs qui dénoncent déjà la non-inclusivité de la procédure. Et qu'en est-il exactement? Si vous vous rappelez, dès qu'on a commencé à mettre en œuvre cette nouvelle vision des plus hautes autorités de la transition, c'est le Premier ministre lui-même qui a pris le leadership des concertations, les cadres qui ont eu lieu, je crois qu'il y en a eu 2, où on a invité
tous les partis, regroupements des partis politiques, tous les acteurs de la société civile qui s'occupent des questions de gouvernance, de démocratie, d'élection et des droits de l'homme, qui sont venus et avec lesquels on a échangé. Le Premier ministre a fait 2 rencontres de grande envergure à son compte. Ensuite, il a laissé le triumvirat prendre le relais, qui est composé du ministre de l'Administration territoriale, la Refondation et moi-même. Vous avez vu, le ministre de la Refondation, par exemple, il est parti un peu partout chez tous ces acteurs-là pour essayer d'amener l'inclusivité. Et par la suite, c'est le président lui-même qui a pris le relais et qui les a reçus pour leur expliquer la nécessité d'aller vers une plus grande inclusivité. Ça ne veut pas dire que l'inclusivité n'était pas là. L'inclusivité est là, puisque la première des rencontres que le triumvirat a organisé, la table ronde, et ensuite, c'était en fin septembre, et ensuite il y a eu l'atelier d'échange sur l'avant-projet de loi. On a invité tous les acteurs concernés. Tous les acteurs concernés, et principalement par rapport aux partis politiques, tous ceux dont on connaît l'emplacement du siège, on est parti nous-mêmes livrer l'invitation. Il y a beaucoup d'entre eux qui sont revenus vers nous-mêmes pour prendre les invitations, mais on a tenu à ce qu'ils montrent leurs récépissés pour nous prouver véritablement qu'ils sont autorisés à venir retirer les invitations en leur nom. Donc, sur 239 partis politiques, je me limite à ceci seulement, on a eu plus de 200 partis dans ces rencontres, au cours de ces rencontres. Donc, sans compter la présence des organisations de la société civile, qui a été une présence massive si on fait les décomptes. Ça veut dire que l'inclusivité est là, mais je ne suis pas contre même les plus hautes autorités de la transition qui nous ont même donné comme consigne de continuer à aller toujours vers ceux qui sont réticents pour créer une plus grande inclusivité. Parce que plus on est d'accord, plus ça a de chances de marcher et qu'on fasse le travail dans la plus grande sérénité. C'est difficile d'avoir tout le monde, mais l'essentiel, c'est d'avoir le maximum et de veiller à ce que ce qu'on est en train de faire a suffisamment de légitimité et contribuera à satisfaire nos concitoyens. D'accord. Vous aviez déjà commencé à parler de l'organe unique de gestion des élections qui devient l'autorité indépendante de gestion des élections. Et je passe la parole à Madiba Keïta. Par rapport à l'autorité indépendante de gestion des élections, quelles seront ses missions? Les missions de l'organe unique indépendant de gestion qu'on a baptisé EGE depuis quand on a fait la table ronde, c'est le regroupement des missions que les 3 structures exerçaient. Les missions de l'administration territoriale en matière électorale, les missions de la DGE qui s'occupait du fichier électoral et tout, de la gestion du financement des partis politiques, et puis les missions de la CENI qui étaient seulement limitées à la supervision. On a regroupé ces missions et puis on a renforcé avec les missions traditionnelles qu'une autorité administrative indépendante peut exercer, parce que c'est ce statut qu'on a conféré à l'organe, à l'EGE. Donc ce statut est le meilleur si on regarde dans le droit positif malien, quelle est la structuration qui permet de disposer de plus d'indépendance, indépendance fonctionnelle, indépendance organique, mais également dont les membres bénéficient d'un certain nombre de principes tels que l'inamovibilité, l'immunité et l'indépendance. Donc le format structurel qui donne plus d'indépendance, c'est le statut d'autorité indépendante qui fait aussi de la régulation. Donc on a trouvé ça très approprié et on a donné ce statut à l'organe unique indépendant de gestion. Ça veut dire que si vous prenez 3 structures, dont 2 sont techniques, et une qui est à peu près politique, parce que l'ex-CENI était composée de représentants de la majorité, de l'opposition, de la société civile. Alors que principalement, il s'agit de missions techniques. C'est un organe technique donc qu'on a choisi de mettre en place, parce que 2 des structures qui sont là-dedans sont techniques. Donc on a essayé de tirer les leçons de la CENI de 1997, qui avait choisi le format de la CENI passée. Confier toute la gestion des élections à une structure avec des gens de provenance différentes pour venir gérer techniquement un organe, ça avait toutes les chances de tuer. Donc on a voulu tirer les leçons de ça et faire en sorte que l'organe soit technique. Ça ne veut pas dire que la société civile ou les partis politiques sont mis de côté. Que non. À l'intérieur de l'organe unique de gestion, il y a un cadre de concertation qui est prévu, qui sera animé par les partis politiques, la société civile et les administrations concernées. Vous avez vu, à chaque fois qu'on devrait
les consulter sur une question qui les concerne, puisque les élections, c'est d'abord leur chose à eux aussi, même si c'est fait pour le bien-être, la finalité, c'est pour le bien-être de nos populations. Donc, ils sont toujours consultés et ce cadre-là est activé chaque fois que de besoin. En même temps pour les administrations, parce que la crainte de certains, c'est que si on sort ça du giron du ministère de l'administration territoriale, ça va être difficile comme pour la CENI de 97, alors qu'on lui a donné des missions techniques avec des experts techniques, donc pas des politiques. Et en plus de ça, on a veillé à ce que les administrations techniques qui sont concernées, notamment l'administration territoriale, la sécurité, le ministère chargé de l'économie numérique, le ministère chargé des Maliens de l'Est, beaucoup d'autres ministères qui sont concernés viendront aussi par le biais de ces cadres-là pour des rencontres périodiques et ponctuelles avec les membres de l'EJ, qui seront les membres qui vont être aux manettes. C'est eux qui vont faire le boulot. Donc, ils ne vont pas prendre des experts pour venir faire le travail à leur place. Non, non, non. C'est eux-mêmes. C'est pourquoi leurs profils sont choisis en fonction des besoins de fonctionnement d'un organe unique de gestion des élections. Tout le monde n'est pas au même niveau d'information par rapport à cet organe unique de gestion des élections. Quelle est son utilité dans le cas précis du Mali? C'est pour répondre d'abord à une demande forte exprimée par toute la classe politique, la société civile, tous les acteurs concernés depuis au moins 10 ans. Comme je l'ai dit, vous allez prendre les rapports de toutes ces rencontres-là, vous allez voir que tous les acteurs concernés y ont participé et ont acté ces recommandations. Cette vision qui a été reprise par les plus hautes autorités de la transition, à la différence que cette fois-ci, avant, il y avait rencontre de volonté, mais passer à l'acte pour les mettre réellement en œuvre, c'est avec cette transition-là qu'on est en train de voir ça. Ce que ça va apporter, c'est que les structures chargées, le mécanisme tripartite a toujours fait l'objet de contestation. Et aussi, on a dénoncé la Cour constitutionnelle. Mais dans le format actuel, on se limite au respect de la Constitution actuelle, avec, dans la perspective que lorsque la réforme de la Constitution va se faire, on va élaborer la nouvelle Constitution, les pouvoirs de proclamation des résultats qui sont conférés actuellement à la Cour constitutionnelle vont être repris et relogés au niveau de l'organe unique de gestion pour qu'il dispose de la complétude de ses pouvoirs et organiser ainsi des élections libres, crédibles et transparentes. Le souci premier et l'objectif premier, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse organiser des élections libres, crédibles et transparentes et surtout les moins contestées possibles. Quelle va être la place des femmes dans les réformes politiques et institutionnelles? Toute politique qui met les femmes de côté est pratiquement vouée à l'échec. Et donc les femmes sont au cœur. Raison pour laquelle, au moment de l'atelier sur l'avant-projet de loi, on avait pensé à créer les listes alternées dans le cadre de la proportionnelle au bénéfice des femmes dans le cadre des élections législatives. Donc, mais par la suite, on s'est repris parce qu'on s'est dit qu'il ne faut pas que la 2015-052, qui est déjà une avancée majeure pour le respect du genre dans la mise en pratique des politiques, il ne faut pas qu'il y ait un recul par rapport à ça. Si on fait les listes en alterné, ça veut dire que ce qui est recherché, c'est la parité. C'est un peu moitié-moitié. Alors que la 2015 actuelle offre une meilleure possibilité qui me semble un peu ignorée ou bien mal exploitée en ce moment. J'ai l'impression qu'on est en train de limiter les genres aux femmes qui elles-mêmes sont limitées à la recherche de 30% seulement. Alors que la loi dit que c'est au moins 30% de l'un ou l'autre sexe. Ça veut dire que les femmes peuvent être à 70%, à contrario. Donc si les femmes peuvent être à 70%, est-ce que ce n'est pas bon de leur garder cette faveur-là plutôt que de revenir à la parité qui fait 50-50? Donc c'est ce qui nous a fait un peu reculer, mais elles ont eu à émettre des préoccupations telles que le fait que si on applique la proportionnelle, il y a des chances qu'on se retrouve avec une assemblée sans femmes, ce qui serait évidemment catastrophique, je le concède. Mais la proportionnelle, on est en train de l'utiliser depuis longtemps au niveau des communales. Si vous voyez, après l'adoption de la 2015, en 2016, les femmes ont fait plus de 40%. Donc ça a marché à ce niveau. Mais les craintes qu'elles ont formulées, la réflexion continue avec les débats au niveau du CNT, ce qui est sûr, la décision qui sera prise
sera en faveur d'une plus grande promotion des femmes. Par rapport à nos compatriotes établis à l'extérieur, ils aspirent aujourd'hui d'être représentés au niveau de l'hémicycle, même si c'est le CNT qui officie à ce niveau aujourd'hui. Est-ce que vous avez songé à nos compatriotes établis à l'extérieur? Quelle est leur place dans cette nouvelle loi électorale? Nous y avons pensé et c'est aussi l'une des innovations de ce projet de loi électorale, je le précise encore. Avant, ils avaient le droit, ils étaient des électeurs comme tous les Maliens de l'intérieur. Maintenant, on a prévu qu'ils soient en plus éligibles. Donc, le principe est acté dans la loi et on a fixé aussi le principe de déterminer des zones géographiques d'où vont venir ces élus-là. Mais c'est un travail qu'on va faire plus tard, mieux peaufiner avec les ministères concernés, notamment le ministre chargé des Maliens établis à l'extérieur, et également le ministre des Affaires étrangères, mais aussi les festières qui s'occupent des Maliens établis à l'extérieur. On ne peut rien faire évidemment sans ceci-là. Donc ils sont pris en compte et les débats continuent pour trouver le meilleur format pour leur prise en charge. Oui, Madame la Ministre, en une année, vous avez obtenu des acquis. Quelles sont les perspectives de votre ministère? Les perspectives, on est en train d'anticiper plutôt. Vous savez, on est entre le marteau et la plume, entre la CEDEAO qui demande un délai et la nécessité des réformes. Mais par bonheur, on est en phase au moins sur les principes et la nécessité de mener les réformes politiques et institutionnelles proposées par les plus hautes autorités. Ça, c'est un acquis. Donc, nous voulons en profiter pour évidemment créer les conditions d'irréversibilité de ce processus de refondation qu'on a entrepris à travers les réformes politiques et institutionnelles. On a anticipé sur la collecte des données, sur l'étude des données disponibles. Il y a plusieurs fois des tentatives de révision de la Constitution, même si nous, on va aller vers l'élaboration de la Constitution conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation. Ces données sont disponibles. Et on est en train aussi de commencer à nettoyer, à bien faire le montage institutionnel d'un certain nombre de textes qui sont connexes à la Constitution, mais aussi à la loi électorale, pour les adapter au processus de refondation du Mali. Donc ces travaux avant-projets sont déjà disponibles et dès qu'on aura le OK par rapport au CNT, je pense qu'on va pouvoir se lancer sur ces chantiers. Mais un autre chantier très important, c'est la mise en place d'une plateforme interactive qu'on a déjà conçue. On va faire le lancement dans les prochains jours pour communiquer sur les réformes, parce qu'il y a beaucoup de réformes. Les Maliens, il faut les faire en sorte qu'ils aient une compréhension commune, qu'on ait une compréhension partagée des réformes qu'on est en train d'apprendre. Ce qui va nous amener à même ce que je suis en train de faire sur le plateau, c'est de prendre des éléments phares d'explication comme ça pour les traduire dans le maximum de langues possibles, en Minyanka, Sonrai, Sénoufo, etc., pour atteindre les électeurs et les Maliens du Mali profond, pour qu'ils comprennent ce qu'on est en train de faire. Et cette plateforme va nous donner cette opportunité. En même temps, on est en train de préparer des outils pour expliquer la loi, pour la faire comprendre. Toutes les réformes qu'on est en train d'entreprendre, il y aura des sketchs qu'on va faire pour accompagner ce processus, pour faciliter la compréhension. Ça, c'est d'ailleurs du rôle de mon département et bien évidemment en association avec tous ceux qui sont concernés par le processus électoral et puis les champs des réformes. Vous êtes dans l'optique de revoir les textes connexes à la loi électorale. Quel est l'intérêt de revoir ces textes connexes? L'intérêt de les revoir, c'est de les renforcer et de mettre à l'intérieur les outils et les dispositions qui nous permettent de renforcer non seulement les partis politiques, de renforcer la présence des femmes à l'intérieur des partis politiques, de renforcer la Constitution et ses institutions surtout, et également d'enlever au niveau de certaines institutions les dispositions qui posent problème, telles que pour la Cour constitutionnelle ou le pouvoir de proclamation des résultats. On va reloger ça au niveau de l'organe indépendant de gestion des élections. Donc c'est beaucoup de réformes pour voir la cohérence avec la nouvelle Constitution et la cohérence avec la loi électorale pour qu'il n'y ait pas de distorsion dans leur mise en œuvre.
Madame la ministre, il y a beaucoup de réformes. Est-ce que ces réformes seront menées à terme avant la fin de la transition? Nous, dans notre vision, ce n'est pas de mener les réformes à terme, c'est de poser les jalons, les piliers qui permettent, les piliers et les jalons qui permettront de créer les conditions d'irréversibilité du processus de refondation. Donc le reste, ça va se faire avec les pouvoirs subséquents qui vont venir pour contenir la suite du processus de refondation. Et parmi ces piliers importants là-dedans, il y a la Constitution, bien évidemment, qui est le déterminant de toute la suite, et la loi électorale, qui est la colonne vertébrale des réformes politiques et institutionnelles. Donc il s'agit de poser les jalons. On ne pourra jamais tout faire, puisqu'il y en a qui peuvent s'étendre sur 10, 15, 20 ans. C'est un processus aussi. Voilà. Alors, vous avez la charge de l'esprit de promotion de ces réformes-là. Vous êtes à quel stade par rapport à cette promotion? Nos réformes, nous sommes en train de les produits légaux ne sont pas disponibles. Donc, même si le processus est arrivé assez loin, tel que la loi électorale, on ne peut pas dire que c'est déjà OK, tant que le CNT ne l'a pas validé. Donc, on a essayé d'anticiper sur certaines choses, mais la plateforme aussi participe de cela. Mais déjà, avec la plateforme, on commence à réfléchir à des produits, des livrables qu'on pourra déjà publier sur les sites dans le cadre de la communication et de l'information, de la diffusion des réformes politiques et institutionnelles que nous sommes en train de mener. Un dernier mot par rapport aux Maliens, l'assurance que vous donnez aussi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de votre département, les réformes politiques? Il y a des choses à venir encore? Beaucoup de choses. Je pense qu'il y a autant la loi électorale est la colonne vertébrale des réformes politiques et institutionnelles, autant les départements en charge de ces questions, et on peut dire en tout cas un des grands piliers de cette transition-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ces réformes qui sont de grands enjeux. Nous sommes très, très entendus, nous sommes très suivis, nous-mêmes nous les savons. Moi, je ne suis pas politique, je suis technique, même si on dit que difficilement on est ministre sans être politique. Donc, j'essaie de faire le travail de manière vraiment impartiale, en observant la neutralité qui sied. Je pense que c'est même ce qui justifie l'ancrage de ce département-là au niveau de la haute administration pour que cette neutralité-là soit vraiment de mise. C'est un travail collégial. Même si c'est à mon niveau, c'est un travail auquel beaucoup de départements ont directement participé. Je profite de ce plateau pour remercier vraiment le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la refondation et d'autres structures qui ont contribué, telles que la délégation générale aux élections, mais surtout mon équipe qui est très mobilisée. C'est une petite équipe, mais quand même très, très compétente, très mobilisée pour la réussite des réformes. Je remercie tous les membres du gouvernement, parce que c'est un travail qui a été autour duquel on s'est réunis dans le cadre de l'atelier, mais après c'est le processus de circuit administratif qu'on a commencé, les réunions interministérielles au cours desquelles tous les représentants des départements techniques ont participé, les secrétaires généraux, avant de finir par le Conseil des ministres où il y a eu beaucoup d'interventions, beaucoup d'amendements de la part de tous les membres du gouvernement pour rendre le texte pour que toutes les attentes des Maliens par rapport à ce texte-là soient préservées. C'est de demander une plus grande mobilisation des Maliens, conformément à la demande des plus hautes autorités de la transition pour la réussite de toutes ces réformes-là, qui ne sont pas que pour la transition ou les autorités de la transition, mais qui sont pour tous les Mali, pour aboutir à plus de stabilité. Vivement les réformes pour le Mali croix alors. Inch'Allah. Avec l'aide de Dieu et de vous tous, surtout de la presse. On compte vraiment sur vous. Merci, Madame le ministre. Nous sommes donc au terme de cet entretien sur les réformes politiques et institutionnelles en cours au Mali. Et nous étions avec Madame Sila Fatoumata Sekou-Diko en charge de ces questions. Madiba Keïta m'a accompagné pour les questions. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Bonne suite de programme. Bonsoir.